Ok, bonjour à tous. Bon, je vais commencer déjà par m'excuser parce que ce n'est pas ma voix normale. Nous sommes au mois de décembre. Et je vais essayer de tenir, je vais essayer de tousser le moins possible. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que cette conférence que j'ai préparée se passe dans les meilleures conditions possibles. J'ai rappelé le sommaire, les fameux 3 sujets que je comptais aborder. Les problématiques du hardware, ce qui se dit à ce sujet sur Internet et mes expériences dans les ingénieries. Je vais passer relativement vite sur la partie du milieu parce que je vais vous fournir plein de sources en fait et je vous inviterai à lire, à aller vous documenter si vous souhaitez en savoir plus. C'est des ressources facilement accessibles. Voilà. Par contre, les expériences que j'ai vécues, si je peux y consacrer un peu plus de temps, ce sera bien et j'espère pouvoir respecter le timing. Donc voilà, Agile pour le hardware, c'est parti et on va commencer par remercier les sponsors de l'événement Agile Tour Paris, sans qui cet événement n'existerait pas. Et donc on va pouvoir commencer. Et pour les personnes qui sont pressées, je vais tout de suite adresser la conclusion. Est-ce que l'on peut faire de l'agile dans le hardware? Voilà, donc la conclusion est oui. Voilà. Donc merci à tous. À la prochaine fois. Voilà. La voix est préservée, exactement. Donc, ceci étant dit, si vous voulez, je peux rentrer un petit peu plus dans le détail, ce que je vous propose de faire, mais juste avant, je vais me présenter. Donc, coach agile, je suis chez Renault Digital, donc je travaille pour Renault aujourd'hui. Je suis également co-organisateur de l'événement Agile en scène et j'ai un blog, bull.fr, et je vous invite à aller sur le blog. C'est là où vous aurez les slides la semaine prochaine, les slides de la conférence en question. Et puis il y aura la vidéo également qui sera disponible. Je fais de l'ingénierie depuis un certain nombre d'années. Avant d'être chez Renault, j'ai été chez Thales depuis 2013. Voilà un petit peu mon parcours en rapport avec le sujet de la conférence. Alors pourquoi ferions-nous de l'agile dans le hardware? Finalement, la question est la même pour le software. La réponse, elle est toute simple, c'est qu'on est dans un monde VUCA. VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans une société où tout va plus vite. Voilà, et tout s'accélère, et donc il faut que nous nous accélérions dans notre façon de travailler. On ne peut plus travailler de manière classique. On n'a plus le temps de rédiger des spécifications parfaites. On ne peut plus figer le besoin longtemps avant la commercialisation. On doit réagir face à la concurrence, sortir des produits plus rapidement et des produits qui, en plus, sont de plus en plus complexes. Donc, ça nécessite de changer notre façon de travailler. Alors, pourquoi on se pose la question? Alors, la question, je précise, de faire de l'agile dans le hardware, parce que, en fait, l'agile, pourquoi on ne le ferait pas partout? Donc, pourquoi se pose-t-on cette question? Donc, petit rappel, l'agile, ça vient du manifeste agile. Le manifeste agile, c'est quelque chose qui a été rédigé en 2001 et il y a écrit dans le texte software. Voilà, donc software, ça ne veut pas dire hardware. Il y a une différence, une petite différence entre software et hardware. Donc, en fait, le mot qui aurait dû être écrit en lieu et place de software, ça aurait dû être produit. Et à partir du moment où vous mettez produit, eh bien, ça fonctionne aussi pour le hardware. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, selon l'un des 17 signataires du manifeste agile, Alistair Coburn, qui est venu en 2015 en France pour s'excuser au nom des 17 d'avoir osé écrire le mot software alors qu'il aurait dû écrire le mot product. Donc ça s'applique également pour les 12 principes. Et in fine, c'est quoi l'agile? L'agile, c'est ça. Donc c'est travailler ensemble quotidiennement, c'est avoir un rythme de développement soutenable, c'est travailler en face à face plutôt qu'à travers des mails, c'est travailler sur les priorités, limiter son encours, etc., etc. Je ne vais pas vous citer toutes les vertus du manifeste agile, mais si on prend un petit peu de recul, qu'on fasse du software ou qu'on fasse du hardware, il ne devrait pas y avoir de différence.
Donc en fait, je suis là pour rien aujourd'hui. En plus, on a des pratiques. Voilà, vous avez plein de pratiques. Vous pouvez prendre toutes les pratiques que vous voulez. Par exemple, la user story. La user story, ça marche très bien dans le hardware. Non, peut-être pas. Il y a peut-être des petites subtilités qu'on a ratées. C'est peut-être ça le sujet, en fait. Ça ne s'applique pas un pour un entre software et hardware. Donc, on va essayer de regarder les différences qu'il y a entre le monde du software et le monde du hardware. Alors déjà, dans le hardware, les choses sont beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, quelqu'un, dans sa cave, il peut développer un logiciel très rapidement. Le hardware, ça nécessite un peu plus de compétences, un peu plus de diversité dans les compétences. Donc effectivement, la complexité hardware, elle est un petit peu plus grande. Et donc, plus de personnes sont mobilisées. On a en général des équipes beaucoup plus grosses que dans les équipes logicielles. Et donc, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué. Ça augmente cette complexité. Problématique de compétences. Alors, les compétences software, c'est quoi? C'est connaître le développement dans un langage et puis éventuellement dans un deuxième langage. Ça reste connaître le développement. Dès qu'on est dans un contexte hardware, les compétences sont beaucoup plus larges. On peut arriver jusqu'aux limites physiques. Donc là, on arrive vraiment à la science, je ne sais pas comment la définir, mais enfin la science de la physique, l'atome, etc. Donc on peut aller très très profond dans la complexité, alors que dans le software, c'est absolument pas le cas. Et donc on a des gens qui sont hyper spécialisés. Et ça, c'est vraiment une constante que l'on voit dans le monde du hardware. Ce sont des gens qui sont hyper spécialisés. Mais à partir du moment où ils sont hyper spécialisés, ça veut dire aussi qu'on n'en a pas besoin tout le temps. Et ce qu'on disait dans une équipe agile, c'est que en fait, on veut une équipe cohérente dans la durée, etc. Mais avec des compétences hyper spécialisées, comment on fait alors qu'on n'en a pas besoin tout le temps? Bon, ce point-là, il est discutable parce que en prenant un tout petit peu de recul, on en a besoin probablement un peu plus souvent qu'on le dit. Voilà. Mais il est vrai que dans certains cas, ça ne s'y prête pas. Alors, autre élément, les coûts de fabrication sont plus importants. Fabriquer un software avec l'intégration continue, ça coûte 0, ça compile dans la nuit, le lendemain matin, on a le résultat, voire même en 5 minutes selon la complexité. Fabriquer une carte hardware, fabriquer un matériel hardware quelconque, c'est un petit peu plus long. Alors, on a l'impression 3D, alors on a plein de techniques d'impression qui existent, qui sont intéressantes à creuser, mais in fine, ça coûte quand même, dans tous les cas, plus cher et plus long à fabriquer que du software. Et donc, les coûts dans un contexte hardware sont beaucoup plus élevés, et donc on doit moins souvent se tromper ou pas, peut-être. Voilà. Alors, autre élément important, c'est quoi un backlog item? Alors, je rebondissais tout à l'heure en parlant de user story. En tant que utilisateur, je veux pouvoir consulter mon compte afin de voir mon solde. Voilà, bon, ça c'est la phrase classique. C'est super facile, c'est très proche de l'utilisateur, ça correspond à un écran sur un ordinateur. Maintenant, vous prenez le petit composant hardware, je ne sais lequel, regardez dans le dessin, prenez celui que vous voulez. En tant que... c'est beaucoup plus compliqué à conceptualiser. Alors, on peut le conceptualiser, j'ai déjà fait, en disant, en tant que composant voisin, je veux de ce composant tel service. Ça peut être un moyen de matérialiser un backlog item. Ou alors, tout simplement, il ne faut pas utiliser cette construction-là et rester dans l'état d'esprit de ce que c'est qu'un item de backlog, c'est-à-dire un élément de travail qui aboutit à un résultat que l'on peut faire bénéficier à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça peut être un moyen, donc c'est une tâche de réalisation. Alors je vous donne un exemple très simple, j'ai besoin d'un câble. Voilà, un câble, donc mon besoin, je vais l'exprimer en donnant le brochage, en donnant le type de connecteur, la longueur du câble, enfin bon, tous les paramètres pour pouvoir fabriquer le câble. Le livrable que j'ai, c'est le câble fabriqué, voilà, un backlog item. C'est un exemple. Alors l'autre élément important, c'est que dès qu'on parle de hardware, très rapidement, on arrive à la thématique du mot système. Alors moi, je travaille dans le monde de l'automobile. Notre système, c'est une voiture. Et donc une voiture, c'est un assemblage d'un grand nombre de pièces. Et chaque pièce a été fabriquée avec amour par plein de gens.
Et la difficulté de faire une voiture qui fonctionne, c'est qu'il faut assembler toutes les pièces ensemble et que ensemble elles fonctionnent. C'est ce qu'on appelle une complexité de niveau système. Alors le système, c'est quelque chose que dans le monde industriel on pratique beaucoup, ça s'appelle l'ingénierie système. Et l'ingénierie système fonctionne en cycle en V. Donc le cycle en V, c'est vraiment, vous faites des exigences. Alors, exigence, story, ça ressemble un peu, mais c'est un peu différent. Mais il y a quand même quelques points communs. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce point-là. Dans tous les cas, on a des exigences qui sont au niveau système. Et le travail qui va être fait, dans un premier temps, c'est faire une allocation système. C'est-à-dire, en gros, dire quelle partie du système va être responsable de cette fonctionnalité. Et donc, vu que les systèmes sont de plus en plus complexes, on constate une chose, c'est qu'un sous-système ne peut pas vivre autonome tout seul. Il va avoir besoin de l'aide des autres sous-systèmes voisins. Donc, on va avoir tout un travail de niveau système pour pouvoir définir le use case que l'on veut implémenter, voir quel est le système responsable pour l'implémentation de la fonctionnalité, mais également identifier les systèmes qu'on peut appeler contributeurs qui vont apporter leur aide pour réaliser le service. Donc tout ça, c'est un travail que l'on fait en discutant, c'est un travail que l'on fait sur le papier, ça s'appelle des spécifications. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas de réalisation. Voilà, donc ce temps-là, malheureusement, on ne peut pas y couper. Voilà, c'est pour ça qu'on est encore en cycle en V. On ne peut pas y couper parce que derrière, il faut savoir quoi réaliser. Donc on a des composants physiques ensuite qui interviennent et ces composants physiques se nourrissent de ces éléments-là et ces composants physiques, eh bien, ils ont besoin de savoir je contribue en quoi dans ma partie. Voilà. Donc l'activité système est nécessaire, l'activité de réalisation sous-jacente elle est nécessaire aussi et ces deux activités sont décorrélées. C'est le principe du cycle en V. L'approche agile, c'est de dire essayons de faire que ces deux instants soient le plus rapprochés possible et tendre vers avoir ces moments en parallèle. Alors le parallèle strict n'est pas possible, probablement pas, quand c'est très complexe, mais c'est de tendre vers ce parallélisme d'activité. Voilà. Et puis l'autre ingrédient qu'on a dans l'ingénierie système, c'est les fameux jalons. Il y a une conférence Ciel mon jalon tout à l'heure, je vous invite vraiment à y aller. C'est un petit atelier à ce sujet. Et le jalon, c'est très simple. On doit, à un instant T, valider l'intégralité du système avec une phase de maturité du cycle en V. Voilà, donc ça ne colle pas du tout avec l'approche agile, mais ça reste quand même un point de rendez-vous où tout le monde essaye d'être au rendez-vous. Et puis tout le monde est au rendez-vous puisque, bien entendu, vous connaissez la pratique qui est l'indicateur PASTEC. Voilà. Alors ceci étant dit, voilà, le hardware c'est plus compliqué que le software. J'espère que je vous ai convaincu là-dessus. Par contre, le software est en train de manger la planète. Voilà, software is eating the world. C'est Mark Andreessen qui l'a dit, donc vous avez les liens en dessous. Et le premier qui a réagi, c'est Jeff Immelt, qui est CEO de General Electric, et qui a dit oui, il faut y aller. Alors rappelons-nous, hein, le monde il va beaucoup plus vite. 2011, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant c'était vraiment il y a très très longtemps. 2011, on est 4 années après la sortie de l'iPhone. Je prends la référence de l'iPhone pour dire la sortie du smartphone en fait, l'iPhone étant le premier smartphone. Donc on est vraiment au début de l'ère informatique ultra connectée que l'on connaît. Voilà, et software is eating the world, c'est-à-dire qu'on va avoir une transformation digitale des entreprises et les entreprises industrielles vont devenir de plus en plus digitales. Alors sur cet aspect digital, il y a deux volets. Le premier, c'est beaucoup plus de données à manipuler. Alors des données, c'est le big data et j'en passe, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la transformation digitale. Exploiter ces nouvelles sources d'informations pour pouvoir faire un nouveau business. Mais il y a également utiliser de plus en plus le software pour fabriquer du hardware. Donc le software pour fabriquer du hardware, ça veut dire que toute la modélisation se fait en logiciel,
avec peut-être des logiciels qui vont vérifier la modélisation. Et histoire de vous faire imaginer que l'on peut tout faire en logiciel dans le hardware, imaginez une bombe nucléaire que l'on n'a pas le droit de fabriquer pour faire des tests. Et bien forcément, tout est fait en software, alors que c'est un hardware pur. Voilà. Donc là, c'est un exemple extrême que je vous donne, mais effectivement, on utilise de plus en plus la modélisation numérique pour pouvoir fabriquer du hardware. Et donc l'hardware, c'est vraiment quelque chose qui intervient à la fin. Et donc à partir du moment où vous avez du software dans le hardware, eh bien, toutes les pratiques du software s'appliquent. Et donc on peut faire de l'agile dans le monde hardware plus facilement. Voilà. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Donc là, je suis passé sur le volet de ce qu'on trouve sur Internet. Donc ça, c'est un de mes collègues de Renault Digital qui a fait une petite analyse en 18 minutes de ce qui se passe dans le monde du hardware. Il a mis en avant dans cette vidéo le fait qu'on a des complexités qui sont en fonction de est-ce que l'on adresse un marché de masse ou pas, et puis le niveau de complexité de ce que l'on veut fabriquer. Voilà, donc c'est deux leviers qui permettent de rendre plus compliqué la mise en œuvre de l'agilité dans un monde hardware ou pas. Et puis il a rajouté bien sûr la dimension automobile s'adressant à une société automobile. Et donc dans sa présentation, il utilise l'exemple du Gripen E, qui est un avion militaire suédois, qui a coûté 5 fois moins cher que l'avion américain équivalent, tout simplement parce qu'ils l'ont développé en mode agile dans un contexte hardware. Donc les gains sont réels, y compris dans un contexte assez complexe hardware. L'autre exemple qu'il met en avant, et je vais y revenir dessus, c'est l'exemple de Wikispeed, qui a été capable de fabriquer une voiture en moins d'1 an. Alors certes, un exemplaire unique, mais une voiture en moins d'1 an. Voilà, je reviendrai sur les 2 points d'après, puisque j'en reparle dans les 2 slides suivants. Alors, Wikispeed, donc ça, c'est en fait, si vous cherchez Agile pour le hardware, très rapidement, vous allez arriver sur Wikispeed. Pour la simple et bonne raison, c'est que la communication sur Internet, sur cette thématique, elle est très rare, elle est très réduite, elle est très secrète. Et donc, le plus communicant, c'est Joe Justice. Et donc, il a fait un TEDx, je vous ai donné quelques liens, il a fait un site, il propose des formations, il en a créé tout un business derrière. Et donc, si vous cherchez rapidement sur Internet, vous allez arriver à la conclusion que la seule expérience qui existe hardware dans le monde, c'est Wikispeed. Alors, c'est l'expérience pour laquelle il y a le plus de communication. Vous avez un livre Scrum for Hardware qui est sorti, qui existe en italien et en anglais. Oups, il est dans mon sac, je voulais vous le montrer, mais là, je vais pas le faire. Mais voilà, je l'ai lu. Première partie, c'est l'expérience Wikispeed. Et deuxième partie, c'est explication de comment Wikispeed a pu fonctionner. Voilà, donc on reste encore sur cet exemple Wikispeed. Alors, Scrum, voilà, élément important, Scrum. Scrum, ça marche en hardware. Finalement, Scrum, c'est quoi en résumé? C'est de s'aligner tous ensemble au début d'une itération pour arriver à un résultat sur lequel on s'est tous entendus, à une fin d'itération qui est quelques semaines après. Donc sur cet aspect-là, c'est très intéressant. Et dans le hardware, ça l'est probablement encore plus quand on a une diversité d'acteurs. Donc la loupe de feedback, ça j'en parle pas parce que c'est tellement évident pour nous. Les compilateurs hardware, donc on a toute une thématique là-dessus. Le développement drivé par les tests, développer les compétences. Le swarming, c'est travailler en essaim, c'est-à-dire finalement faire des groupes de travail en commun pour pouvoir arriver à des conclusions plutôt que de travailler chacun dans son coin. Et l'extreme manufacturing qui se veut l'héritier de l'extreme programming qui vient du logiciel et adapté au manufacturing. Je ne vais pas vous décrire tout en détail. Si vraiment vous voulez creuser sur cet aspect, vous avez l'accès au livre et également de la littérature en ligne sur ce sujet.
Donc l'extreme manufacturing, donc ça reprend des éléments que j'ai décrits juste avant. C'est encore connoté Wikispeed, donc la communication elle est vraiment très large sur ce sujet. On a donc des design patterns hardware qui sont intéressants à mettre en œuvre, mais surtout cette notion de intégration continue et déploiement continu. L'idée, enfin, c'est vraiment ça la clé, c'est de dire en software, on compile et c'est fini. En hardware, on compile et c'est pas fini, enfin c'est pas possible. Donc comment on peut faire de l'intégration continue ou du déploiement continu dans un contexte hardware? Alors il s'avère que dans le hardware, vous avez des pièces purement physiques. Alors ça s'imprime de moins en moins cher aujourd'hui. C'est beaucoup plus possible d'en imprimer à intervalles réguliers. Alors quand je dis intervalles réguliers, je ne parle clairement pas en rythme de sprint, parce que ça coûte peut-être un peu trop cher. Mais en tout cas, en rythme de release, c'est-à-dire 3 mois, voire 6 mois, on peut envisager dans les budgets de réimprimer du matériel hardware. Mais souvent, dans le hardware, il y a du software, c'est-à-dire il y a des puces. Il y a des puces avec des langages de développement software. Et là, le software s'applique à plein. Et donc, on peut faire des développements software. Alors, il y a une petite particularité dans ce monde hardware avec du développement de puces. C'est que la puce, elle a une mémoire qui est limitée. Et il faut intégrer tous les développements dans cette mémoire limitée. Et donc, potentiellement, pour implémenter une nouvelle fonctionnalité dans la puce, il faut optimiser des fonctionnalités existantes pour pouvoir rester dans l'empreinte mémoire autorisée. Donc ça, c'est le genre aussi de petits amusements dont on n'a plus grand-chose à faire quand on est dans le monde software, parce qu'il suffit de rajouter une barrette de RAM et on n'en parle plus. Malgré tout, ça fonctionne dans le monde hardware avec ces petits ajustements que l'on rajoute. Alors, le Agile Product Development, donc là, c'est encore un truc qui vient de Wikispeed. Donc vraiment, ils sont vraiment partout. Cross-functional team collaboration. Donc voilà, travaillons ensemble, multifonctionnel. Oui, c'est logique, ça fonctionne. Travailler en module. Donc là, ça fait vraiment conception de votre système doit être absolument modulaire et indépendant. Là, je suis en train de voir encore des contextes de système où c'est enchevêtré. C'est pas bien, donc ces nouvelles façons de concevoir les produits restent importantes. Travailler en permanence avec le client et puis le continuous delivery. Donc c'est vraiment le continuous delivery, la clé qu'il faut développer. Voilà. Et puis alors le useful continuous documentation, ça aussi c'est assez intéressant, puisque dans le cycle en V, on est dans une logique où on fait la doc d'abord et l'implémentation après. Et la logique agile, c'est de dire, OK, la doc, c'est importante, donc on va la faire. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de la faire après plutôt qu'avant? Et d'avoir une documentation qui décrit ce qu'on a implémenté plutôt que qui décrit ce qu'on devrait implémenter. Je vous rappelle que si on inverse totalement le V, ça devient un A, le A de Agile, mais ça veut dire aussi qu'on peut inverser totalement la manière de travailler. Et le test-driven development, c'est-à-dire commencer par la fin du cycle en V, on définit les tests et ensuite on implémente. C'est quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner dans un contexte hardware, donc qui est à prendre en compte. J'en reparlerai dans un retour d'expérience. Alors, il n'y a pas que Wikispeed qui existe sur Terre. J'ai réussi à trouver d'autres exemples. Lockheed Martin, donc qui a fait 8 patterns de succès. Alors, ils ont fait une conférence Agile for Hardware en 2019 à Amsterdam. Et donc, c'est là où, en fait, en creusant un petit peu, vous voyez qu'il y a pas mal de petites conférences hardware qui existent à droite, à gauche, à travers le monde, qui sont en anglais, donc vraiment complètement anglophones. En France, il y a très peu de choses, mais si vous vous élargissez au niveau planétaire, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de conférences. Je ne les ai pas toutes listées, mais c'est là où on voit certains grands industriels qui communiquent sur l'agile. Voilà, donc là, modularité d'architecture, faire des itérations, la cadence, la synchronisation, éléments clés. Alors ça veut dire quoi, cadence et synchronisation? Ça veut dire que les fameuses itérations, sprint, quelques semaines, release, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'une release, c'est à peu près 3 mois, donc profitons-en. Vu qu'on a un consensus, on ne va pas s'en plaindre. Voilà, ça veut dire que toutes les équipes doivent respecter
ces cadences et ces synchronisations pour être au rendez-vous au même endroit. Et si on est capable, au début de l'itération, de planifier ce qu'on va livrer à la fin, et qu'à la fin, on livre ce qu'on avait prévu parce qu'on utilise toutes les pratiques agiles que l'on connaît bien, eh bien, c'est un vrai succès pour l'entreprise. Et vous voyez un deuxième exemple, ils reprennent les mêmes arguments que le premier exemple. Voilà, l'intégration continue et le test driven. Donc deux approches de deux sociétés totalement différentes, un résultat qui est commun. Donc je vois bien que c'est vraiment ça, vers ça qu'il faut aller. Alors, petit focus sur SpaceX. Alors là, du coup, c'est un petit message à certains de mes amis, certains de mes collègues ou de mes anciens collègues, où ils me disaient « Oh là là, mais attends, réimprimer une carte, ça coûte une fortune. » Ouais, alors on discute, ça coûte une fortune aussi. Voilà. Et il y a aussi un moyen, c'est tester. Voilà, tester. Alors SpaceX, vous avez un article en dessous. L'article dit encore une fois, ils se sont plantés. Alors SpaceX, tous leurs avions, enfin tous leurs vaisseaux crashent en vol, etc. Ouais. Alors en fait, c'était prévu. Il y avait une forte probabilité que ça crache. Mais in fine, le test, c'était de vérifier une limite, de vérifier quelque chose, de vérifier du hardware. Et donc, ils se sont rendus compte, et donc ça c'est quand même un enseignement assez intéressant, ils se sont rendus compte que faire exploser une fusée, ça coûte moins cher que de discuter en faisant plein de specs. Voilà. Donc, alors on rigole, à chaque fois qu'on voit « Ah, ils se sont plantés », on dit ben ouais, ils se sont plantés, encore une fois, c'est des nuls. Mais en fait, non, ils apprennent beaucoup. Et ça coûte énormément d'argent, faire exploser une fusée, mais in fine, ils font des économies. Alors, ils ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils n'ont pas d'historique à gérer. Alors, je vais les comparer à la NASA. Et donc, ils ont sorti une combinaison spatiale. Donc, voici la combinaison spatiale proposée par SpaceX et la combinaison spatiale de la NASA, qui a beaucoup plus d'expérience que SpaceX, vous le savez. Donc, dans quelle combinaison vous auriez envie d'aller dans l'espace? Forcément, celle de gauche. Alors là, ça montre quoi? Ça montre tout simplement que le poids de l'histoire de l'entreprise, ça complexifie le projet. Et des fois, sortir de ce contexte historique de l'entreprise, c'est malsain de le dire dans une entreprise. On va faire différemment, complètement différemment de ce qu'on faisait d'habitude. Mais des fois, c'est vraiment très positif. Donc là, en fait, les coûts de fabrication du scaphandre de droite sont probablement très supérieurs à celui de gauche. Voilà. Et des fois, Eras, on recommence, ça peut être moins cher. Alors, autre élément d'exploration, l'industrial DevOps. Donc DevOps, vous connaissez le DevOps, c'est vraiment le Graal du software pour pouvoir être efficace dans son déploiement. Eh bien, il y a l'industrial DevOps. Vous avez 2 livres blancs qui sont à votre disposition, sur lesquels vous allez pouvoir creuser un petit peu. Voilà, c'est une piste supplémentaire. Et vous avez également le projet Titan, qui visiblement se propose à fournir une plateforme pour pouvoir déployer ce industrial DevOps. Alors, autre élément de recherche, Scrum for Full Scale Manufacturing. Donc là, c'est encore une conférence d'1 heure, encore pour explorer d'autres horizons. Là, je vais vous faire un petit focus sur des groupes de travail qui sont plutôt cachés. Alors, il y en a un, j'en fais partie, donc je suis au courant. Et puis l'autre, en fait, je connais des gens qui en font partie, donc qui m'ont mis au courant. Donc, j'ai récupéré des slides de chacun de ces groupes de travail. Alors, ce sont des entreprises industrielles de renom, vous les voyez. Et en fait, elles travaillent ensemble. Et elles travaillent ensemble pour essayer de converger, pour essayer de trouver des modèles. Alors, Agile Industrie, à gauche, c'est que des sociétés françaises. À droite, c'est beaucoup plus international. Mais ils travaillent ensemble et ils font vraiment des expérimentations dans le monde agile. Et en fait, les propositions qu'ils sont en train de construire sur les sujets de réflexion qu'ils sont en train de mener, c'est, in fine, on va produire un livre blanc qu'on va faire partager à tout le monde.
Donc quand ces livres blancs seront là, on pourra bénéficier de leurs travaux. Alors je pense qu'en cherchant un petit peu, on peut trouver quelques éléments de leurs travaux, mais le livre blanc n'est pas encore sorti. Voilà, alors Peugeot en fait, font du safe, semble-t-il. En tout cas, il y a une conf qui en parle. Pourquoi je fais un focus sur celle-là? Parce que j'ai fait un petit montage de 14 minutes d'une conf qui dure 40 minutes. Comme ça, si vous voulez regarder l'expérience Peugeot en 14 minutes au lieu de 40 minutes, allez sur mon blog. Voilà. Mais il n'y a pas que Peugeot qui fait de l'agile. Vous avez... donc ça, c'est le prochain événement qui est organisé dans un monde agile pour le hardware. Donc comme je vous ai dit, en France, il n'y a pas grand-chose. Mais si vous êtes au niveau planétaire, vous avez plus de choses. Donc Silicon Valley, si vous avez envie de vous faire des vacances en février, bien profitez-en. Et là, vous avez Volvo, Toyota, Ford, Microsoft, Audi. Tiens, Microsoft, intéressant, qui sont présents et qui vont travailler sur les frameworks, etc., etc. Donc en fait, il se passe plein de choses dans ce monde hardware quand on cherche un petit peu sur Internet, mais il n'y a pas énormément de documentation. C'est des choses qui se font un petit peu dans le secret, donc c'est assez difficile de récupérer tout ça. Mais on voit bien que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises sont très actifs dans ce domaine. Et quand je vois certaines annonces de presse comme quoi telle entreprise va sortir tel produit ou telle série de produits, je me dis, vu la complexité du monde dans lequel on est, vu la vitesse à laquelle ils sont capables de sortir le produit, soit c'est un effet d'annonce qui va faire flop, possible, soit ils sont passés à l'agile, et agile dans le hardware. Alors, petite question, la Formule 1, est-ce qu'elle est agile ? Elle est obligée de l'être, puisque toutes les 2 semaines, à peu près, ils sont susceptibles de pouvoir sortir une nouvelle voiture. Dans tous les cas, la voiture, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle fasse le circuit. Soit on prend le backup, c'est-à-dire la version d'avant, soit on prend la nouvelle version. On a le choix, et puis on peut changer des paramètres, etc. Mais finalement, la Formule 1 est agile. Et c'est purement du hardware. Et puis c'est du hardware ultra complexe. Donc en fait, si eux le peuvent, pourquoi pas vous? Alors pourquoi pas vous? Peut-être parce que nous, on est dans la vraie vie, on ne peut pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que nos processus sont trop lourds. Changeons le processus. Mais c'est impossible, l'entreprise m'impose de les respecter. Certes, mais si votre concurrent il a changé le processus, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on est vraiment dans cette situation d'urgence qui fait qu'il faut qu'on change le processus? En fait, petit scoop, votre concurrent, lui, il a changé le processus. Voilà, petite réflexion fictive, mais in fine, elle est probablement à garder en tête. Alors, du coup, je vais consacrer le reste du temps qui m'est imparti à vous faire quelques petits retours d'expérience. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et dans plusieurs contextes hardware. Et en tant que coach agile, je les ai aidés à mettre en place de l'agilité. Et pour moi, à chaque fois, j'étais obligé de me gratter la tête parce que j'ai jamais mis en place 2 fois la même chose. Et donc, il a fallu toujours que je réfléchisse. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, Scrum by the book pour le software, ça ne s'applique pas. Et donc, il faut toujours extrapoler, trouver un moment de recul pour arriver à trouver un pattern qui correspond aux besoins qui est présenté. L'autre raison, c'est que les gens ne sont pas les mêmes. Et donc, des choses qui marchent avec une personne ne marchent pas forcément avec une autre personne. Et troisièmement, le projet il est assez différent et la problématique que rencontre le projet est assez différente. Et potentiellement, l'avancement du projet est assez différent. Et donc, on ne peut pas utiliser une et une seule recette et il va falloir adapter. Alors, je vous avais montré tout à l'heure tous les frameworks. Il y en a plein, vous pouvez puiser. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de faire la potion magique qui fait que ça marchera. Donc dans le premier cas, c'était une carte de communication. Alors moi, je suis allé au kick-off, voilà, j'ai fait mon petit discours agile, et puis je leur ai dit après, il est midi, on va aller manger. Et en fait, je les voyais un peu hésitants, et puis finalement, ils m'ont suivi. Et puis en fait, le restaurant étant très grand, donc je leur ai dit, vous allez plutôt sur la droite ou plutôt sur la gauche?
Et là, ils m'ont dit, bah, ça dépend. Et là, j'ai pas compris. Mais en fait, ce que j'ai compris après, c'est que c'était la première fois qu'ils mangeaient ensemble, alors qu'ils travaillaient tous sur le même projet. Alors, bon, deuxième pratique, daily meeting. Premier daily meeting. Bon, forcément, il y en a un qui, on expliquait, hein, c'est quoi un daily meeting? Il faut expliquer les problèmes qu'on rencontre. Ah, bah alors moi, j'ai un problème. Je suis coincé, je n'arrive pas à faire blabla. Et là, le PO, il dit, mais blabla, c'est pas le machin chose qui permet de le résoudre? Ben oui, bien sûr. Mais machin chose, c'est le collègue qui est juste à côté de toi, tu n'as qu'à lui demander. Ah bon, je peux lui demander? Ah, ok. Ah bah du coup, j'ai pas de problème, je vais juste lui demander. Très bien, problème résolu. Voilà, quand on démarre l'agilité, voilà ce que j'ai vécu concrètement dans un contexte hardware. Alors, autre élément, ils m'ont dit la carte, en l'occurrence, c'était une carte de communication. En fait, nos tests, on les valide quand on arrive à passer une fois le test success. Parce qu'en fait, la carte, elle est tellement instable qu'on lance 15 fois le test et 14 fois elle plante et une fois elle marche. Donc quand ça passe une fois, on dit c'est bon, le test il est OK. Je leur ai dit mais c'est inacceptable comme chose. Il faut vraiment que vous travailliez à la robustesse de vos tests. Ah OK. Donc du coup, le premier sprint qu'ils ont fait, c'était un sprint de robustesse. Et en 3 semaines, ils ont pris des sprints de 3 semaines. En 3 semaines, ils avaient réglé tous les problèmes de robustesse qui traînaient depuis des mois. Voilà. Alors par contre, fail, test en continu. Il leur fallait 3 semaines pour tester tous les cas de test parce que c'est compliqué dans le hardware et puis il y avait beaucoup de main-d'œuvre. Donc à la fin des 3 semaines, ils avaient fait tous les tests de non-régression et ils recommençaient. Donc c'était pas très efficace. Donc ça, c'était un fail. Par contre, le grand succès, c'était la démo de release. Démo de release, on a organisé 6 spots de 10 minutes et donc on a fait venir 35 managers. Tous les managers concernés par le produit et on les a fait tourner dans les 6 spots de démo. Et donc pour la première fois, on avait des gens qui en binôme présentaient un produit qu'ils avaient fait ensemble alors qu'ils étaient dans des services différents. Et ben ça a été déjà une révolution dans le département où ça s'est passé. Alors dans un deuxième contexte, un développement au niveau driver. Donc là, quand on est au niveau driver, on est dans du microcode ou dans de l'OS. En tout cas, on est dans du développement logiciel bas niveau. Et donc là, le développement, enfin le soft, ça marche nickel. Alors il y a des ajustements hardware. Alors ils font des ponts avec des fils pour adapter. Je leur ai dit, réimprimez votre carte. Bon, ça, j'en avais parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Et c'est là où on a mis en place le PI planning. Le PI planning qui vient de Safe, qui consiste à faire une release planning où toutes les équipes traitent leurs dépendances. Et on a mis en place un board de PI planning, alors que les équipes avaient déjà des boards d'équipes. Et la magie s'est opérée, c'est-à-dire qu'on a vu à longueur de journée des développeurs qui venaient voir le board du PI plutôt que le board de leur équipe pour savoir quand est-ce que l'autre équipe livrera la dépendance qu'il avait besoin. Et donc là, c'était encore un grand succès. Alors, hardware en phase avancée, donc tout était développé, mais rien ne marchait. Bon, c'est le principe du cycle en V. Et donc, on a l'intégrateur système qui essaye de passer ses plans de test. Bon, évidemment, le premier plan de test, le premier test, c'est « je veux que ça boot ». Et ça ne marchait pas. Alors, tout le monde était au vert dans les jalons. Alors là, dans les plannings, vraiment, tout le monde était au vert. Mais quand le gars, il essayait de booter, c'est-à-dire le travail d'intégration, ça ne bootait pas. Et donc là, en fait, on a mis en place un système qui était plus issu avec des outils Lean. Et donc, en fait, on a refondu complètement les plannings de tout le monde pour orienter les développements sur les tests d'intégration système. Donc, la personne qui faisait l'intégration système, il a réuni toutes les équipes et il a dit, pour booter, eh bien, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ah bon, tu as besoin de ça? Ah ma mince, alors ouais, non, alors on ne l'a pas fait. Ah ok, c'est pour ça que ça ne boote pas. Ah ok. Et donc du coup, tous les développements ont été repriorisés par rapport à la stratégie d'intégration et donc la stratégie de test d'intégration. Voilà, un produit à 400 personnes. Alors là, c'est super compliqué. En plus, il n'y avait pas d'équipe. Donc, c'est 400 individus à qui on demande de faire un truc ensemble. C'est génial. Alors du coup, c'est super parce qu'on avait fait un PI planning dans ce contexte-là et on leur demandait de s'engager. Mais ouais, ok, je m'engage, je veux bien, mais je ne sais pas avec qui je vais travailler pour faire le truc. Je ne peux pas faire ça tout seul.
Donc ça, c'était vraiment pas très efficace. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est cette notion d'équipe. Alors c'est encore avec des défauts, hein, bien entendu, mais voilà. Et puis ensuite, travailler sur la priorisation, parce que j'ai un scoop pour vous. Dans la release première, ils avaient prévu de faire 150 fonctionnalités, et ils en ont livré 0. Donc pour la deuxième release, il fallait faire 300 fonctionnalités, parce que vous connaissez les plannings, hein, tout est prévu à l'avance. Donc on pousse la poussière, 150 de la première release, on a livré 0, plus 150, ça fait 300. Forcément, on va y arriver, hein, on a tous confiance. Et il me reste 5 minutes, c'est génial. 3 minutes, ah, c'est un peu moins. Voilà, autre exemple, dans un contexte hardware, j'avais un PO, donc j'ai exigé d'avoir un PO en fait. Voilà, donc du coup j'avais un PO qui était quelqu'un de volontaire. Par contre, j'avais pas d'équipe, parce que forcément, on était dans une phase vraiment avancée du projet, et c'était que des réglages de bout de ficelle qu'il fallait faire. Il n'y avait pas de développement en soi à faire. Et donc du coup, le PO organisait donc un backlog, donc il récupérait toutes les demandes hardware qui venaient à droite à gauche pour régler les choses, et il faisait des sprint planning tous les mois. Et en fait, il prévoyait que pour pouvoir réaliser les choses du mois à venir, il fallait faire appel à une compétence dans tel service, une compétence dans tel service. Donc du coup, il anticipait les besoins, et au début du mois, il réunissait tout le monde en disant « pour ce mois-ci, on a besoin de tous ces gens-là ». Voilà. Et donc ça marchait aussi pas mal. Voilà quelques retours d'expérience, j'espère que ça vous a servi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais mis en place 2 fois la même chose. Ça, je pense que je vous l'ai prouvé. Malgré tout, il y a quand même des bons ingrédients. En résumé, des équipes pluridisciplinaires et dédiées, ça c'est vraiment important. Un backlog visuel ou électronique, mais en tout cas partagé, et pas des Excel qui sont conservés par une seule personne. La priorisation du backlog, encore un élément clé. Scrum, ça marche. Le Kanban aussi, ça marche. En tout cas, il faut limiter son WIP. Là, je vois encore une équipe qui a 86 fonctionnalités en cours. C'est juste pas possible. Voilà, 86 en cours, c'est pas possible pour une équipe. Cadence, synchronisation, PI planning, le rythme de release tous les 3 mois, le rythme des sprints en semaine, ça aussi, ça marche vraiment bien. Travailler sur la prise de décision, parce que c'est aussi un des éléments clés du succès. Avoir la prise de décision au bon niveau et mettre en place le parcours d'escalade pour pouvoir arriver à faire en sorte que les décisions soient prises au bon niveau. Ça aussi, c'est un investissement qui est vraiment très bon. L'intégration continue, le déploiement continu, c'est vraiment le Graal. Et la sous-traitance, j'en ai pas parlé jusque-là, mais en fait, dans tous les contextes où j'étais, il y en avait plein. Travailler en partenariat avec la sous-traitance et pas en contrat livrable avec une release note parfaitement détaillée. Voilà. Ok, demandez à votre sous-traitant de vous livrer une version intermédiaire et on la teste ensemble et on la valide ensemble. Et à la fin, quand on l'a validé ensemble, vous faites un livrable selon les termes du contrat. Ça aussi, ça fonctionne. La release review, c'est aussi un point important parce que la release review, c'est acter le travail de tout le monde. Et donc, par exemple, sur un projet à 400 personnes, c'est vraiment clé. Et enfin, last but not least, la rétrospective. Ça, je pense que je ne prêche que des convaincus. La rétrospective, ça change tout. Voilà, merci à tous. Les slides et la vidéo seront disponibles sur mon blog bull.fr. Si vous voulez faire un feedback, vous connaissez maintenant le site. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.